Le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la RDC, interrogé par Christophe Boisbouvier. RFI, toute l'actualité. Isaac Jean-Claude Tchilumbayi Moussavou, bonjour. Bonjour. Augustin Kabouya, le secrétaire général du parti au pouvoir UDPS, a déclaré le mois dernier « Nous allons toucher à la Constitution ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas « nous allons toucher à la Constitution », c'est que le Congo, s'il le veut, il peut toucher à sa Constitution. Voilà ce que ça veut dire. Oui, mais c'est plus affirmatif que ça. Il a annoncé que la Constitution allait être remaniée. Mais parce qu'il y a des problèmes qui cherchent des résolutions, des problèmes récurrents qui se posent, entre autres, relations entre les provinces et l'État central, mais aussi les compétences des provinces, plus précisément l'élection des sénateurs, des gouverneurs. Ces problèmes ne peuvent pas faire l'objet de révisions. S'il faut améliorer le fonctionnement, il faut changer la Constitution parce que c'est des situations verrouillées par l'article 220 de la Constitution qui refuse d'être modifiées. Cette fois-là, si nous voulons parfaire le fonctionnement des institutions provinciales et des entités territoriales décentralisées, il faut donc changer la Constitution parce qu'il n'y a pas possibilité de les modifier. Alors, il y a un autre point qu'on ne peut pas modifier par une simple révision, c'est la limitation du nombre de mandats présidentiels. Le nombre de mandats présidentiels, oui. Est-ce que l'objectif est aussi d'offrir un troisième mandat à Félix Tshisekedi ? Pas forcément. Dites-vous qu'il y a des problèmes importants. Lorsque l'on se réalise que cette conjonction entre l'État fortement centralisé et les choix voulus par d'aucuns d'un État fédéral n'arrive pas à fonctionner à merveille, et donc il est nécessaire que l'on revienne sur ce débat. Alors, si l'une des conséquences serait, par exemple, que le président se représenterait, et ça ne peut être que le choix du peuple souverain qui déciderait de modifier ou de changer sa constitution. Ce n'est pas ça le leitmotiv. Les raisons sont innombrables et c'est un besoin ressenti par notre population. Moi, chaque fois que les élections sont terminées, j'entends toujours ce débat parmi les électeurs. Dans notre population, c'est un besoin très très exprimé qu'il faut améliorer la manière de désigner nos sénateurs et la manière de désigner nos gouverneurs, mais aussi offrir à nos provinces la plus large liberté de gestion et d'exercice de leurs compétences. Donc, il y a toutes ces choses-là qui veulent, par exemple, que nous ayons une nouvelle constitution parce que pour les améliorer, il n'y a pas moyen de modifier l'actuel. Alors, dans le gouvernement actuel, il y a des ministres comme Didier Boudimbou qui plaident ouvertement pour que Félix Tshisekedi ait le droit de briguer un troisième mandat en décembre 2028. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? C'est un vœu et nous sommes une société très démocratique. Les libertés s'expriment assez parfaitement et donc il est aussi du droit des ministres de penser que pour lui, le président de la République peut briguer un autre mandat. Alors ça, c'est l'avis du ministre, mais quel est votre avis à vous ? Écoutez, vous allez tous constater avec nous qu'un président de la République a été élu en 2018 et que après son élection en toute transparence démocratique, une frange de citoyens se sont retirés en brousse, ont pris les armes pour piller, violer, tuer et en grande partie l'empêcher de dérouler son projet de société. Ce qui est le cas encore en 2023 lorsque le président Tshisekedi est élu pour un mandat de 5 ans qu'il exerce aujourd'hui avec un pays amputé d'une partie très importante du territoire national. Je ne sais pas qui sur cette planète Terre trouverait normal que l'on ait empêché un président de la République d'exercer pleinement son mandat et que l'on pense que le respect de la Constitution signifie seulement que lui quitte le pouvoir alors que ceux qui ont pris les armes en commettant la pire des violations de la Constitution ne s'en plaignent pas. C'est-à-dire que vous souhaitez que Félix Tshisekedi reste au pouvoir tant que la guerre n'est pas terminée ? Mais parce qu'il faut revenir à la normale. D'abord, tant que la guerre n'est pas terminée, il est clairement notable que l'on ne peut pas aller à une élection dans les conditions d'une guerre qui a poussé 7 millions de nos compatriotes en dehors du pays, donc les obligeant ainsi à ne pas participer à l'expression libre de leur choix. Alors, il est clairement établi qu'une élection apaisée, une élection confiante se tiendrait dans des conditions de paix. Et les conditions de paix, pas seulement du silence des armes, mais aussi lorsque nous aurons recréé des conditions de rétablissement de nos compatriotes déplacés dans leur milieu de vie pour exprimer aussi leur suffrage, c'est à ce moment-là que nous aurons des élections apaisées. Donc, si on vous suit, monsieur le vice-président, si la guerre n'est pas terminée en décembre 2028, il y aura un glissement ?
Ce n'est pas un glissement, c'est un principe normal que l'on ne tienne pas les élections dans des conditions de guerre. Et comment ça se justifierait? Ici en Europe, vous avez des exemples de cela. L'Ukraine, c'est une démocratie qui n'arrive pas à tenir des élections parce qu'elle ne peut pas les tenir sous les armes. Alors de fait, Volodymyr Zelensky a terminé son dernier mandat il y a 2 ans. On serait avec Félix Tshisekedi dans un scénario hors mandat comme Volodymyr Zelensky? Chez nous, c'est constitutionnel. Ça ne sera même pas un scénario hors mandat parce que notre constitution le prévoit assez bien qu'à la fin de son mandat, le président de la République, lui, il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Cela a été non seulement affirmé de cette manière-là, mais c'est la nouvelle réécriture de notre constitution telle qu'entendue par la Cour constitutionnelle en 2016. Et ça ne sera pas un glissement, ça sera un fonctionnement normal des institutions. L'un des principaux lieux de débat sur ces questions constitutionnelles, c'est bien sûr le parti au pouvoir, UDPS. Quand est-ce que vous allez réunir votre parti en congrès extraordinaire pour en parler? D'abord, il faut noter que l'UDPS, vous avez été avec nous, je me souviens, lorsque cette constitution s'est discutée. Vous savez fort bien que nous avions exprimé énormément de réserves au point que nous avions appelé au boycott du référendum qu'il a mis en place, promettant que lorsque nous arrivions au pouvoir, c'était pour l'amender afin de l'adapter à la réalité sociale congolaise. Et donc, ce n'est pas une surprise qu'un membre de l'UDPS aujourd'hui émette le vœu que la Constitution soit changée. C'est ce que nous avions promis comme parti lorsque nous étions en quête du pouvoir. Et donc, de deux, lorsque l'UDPS devra le faire, ce n'est pas le parti politique qui va modifier la Constitution. Nous allons demander que les institutions légitimes du pays procèdent par des mécanismes constitutionnels établis et recourent au vote ou à la volonté de notre peuple pour le faire. Et ça sera ainsi cohérent. Le Congrès, lui, nous le tenons parce que 2 commissions avaient été mises en place pour le préparer. Et ces commissions sont à pied d'œuvre. Dès qu'elles ont fini leurs travaux, nous allons devoir convoquer le Congrès. D'ici combien de temps? Et je crois que d'ici peu, nous aurons l'occasion d'annoncer la date officielle de ce congrès. D'ici 3 mois? Ce n'est pas impossible. Donc vous allez réunir congrès dans quelques mois et vous allez à cette occasion certainement plaider pour un changement radical de constitution. Ce n'est pas l'objet du congrès. Un changement de constitution, vous allez en parler. Le congrès, il est avant tout un congrès refondateur. D'accord, mais vous avez raison. Si à cette occasion, une résolution est adoptée par la majorité des participants ainsi que le prévoit nos statuts pour réclamer la modification ou le changement de la constitution, nous pourrons le faire et de toute façon, c'est une recommandation qui sera destinée aux institutions de la République. Ce n'est pas l'UDPS qui va modifier la Constitution. Alors, ce que disent les catholiques de la SENCO, c'est qu'on ne peut pas changer la Constitution sans d'abord obtenir un consensus national. Qu'est-ce que vous répondez? Ils le disent, c'est un vœu. Vous dites bien les catholiques de la SENCO. La SENCO n'est pas une institution constitutionnellement établie en République démocratique du Congo. Mais ils sont influents. Elle n'a donc pas le pouvoir de déterminer comment se déroule le jeu institutionnel en République démocratique du Congo. Notre peuple n'a pas élu la SENCO, n'a pas institué la SENCO. Alors, est-ce qu'il faut un large consensus national pour changer la Constitution? Oui, il faut un très large consensus qui doit éventuellement passer par la représentation nationale, donc le Parlement, c'est ce qui est prévu dans notre Constitution, 3/5 des députés siégeant au Congrès, soit alors par la consultation directe du peuple souverain, c'est ça le large consensus national. Ce n'est pas un large consensus national qui se ferait avec les prêtres catholiques et les politiciens qui ont récolté 800 et 600 voix aux dernières consultations. Pas de dialogue national inclusif avant un éventuel changement de constitution. Le dialogue, je ne le retrouve nulle part dans notre constitution. Donc le scénario le plus probable, monsieur le vice-président, c'est un changement de constitution, mais sans passer par un dialogue national inclusif. Ça ne peut pas passer par un dialogue national parce que le dialogue n'est inscrit nulle part dans la constitution actuelle. Ce que la constitution actuelle prévoit, c'est que si nous voulons modifier notre constitution, nous consultons notre peuple par référendum ou à tout le moins, nous consultons la représentation nationale, donc le Parlement réuni en congrès. Et justement, vous-même, en tant que
que député du Kasaï central et premier vice-président de la Chambre, vous êtes plutôt pour quel scénario? Le vote des 3/5 ou le vote de tous les Congolais par référendum? Je pense qu'il faudra arriver au point où tous les Congolais s'expriment, parce que c'est ce que demandent les catholiques, c'est ce que demande la plupart de notre peuple, c'est en fait un large consensus national, c'est que tous les Congolais s'expriment. Pourquoi tous les Congolais devraient s'exprimer? Parce que s'il faut changer la constitution, ça c'est la seule compétence du peuple qui s'est réservé le pouvoir souverain au terme de notre constitution, qui doit donc être consultée par référendum. Est-ce qu'en voulant changer cette constitution, vous n'allez pas provoquer de graves divisions au sein de votre pays? Est-ce qu'en maintenant cette constitution, nous n'avons pas provoqué de grandes divisions dans notre pays, évidemment, ceux qui ont pris les armes, qui ont divisé le pays, qui tuent, pillent et violent? C'est ça la question qu'il faut poser avant. Oui, mais l'abcès de fixation, vous le savez bien, va être autour de cette question d'un éventuel 3e mandat de Félix Tshisekedi, contre lequel toute l'opposition va se réunir, y compris la société civile. Pourquoi vous dites contre lequel toute l'opposition va se réunir? Nous connaissons des opposants crédibles d'ailleurs, qui ont réclamé de tous leurs vœux le changement de constitution avant que ça ne vienne de qui que ce soit. Premièrement, vous avez Adolphe Muzitu qui le dit, qui aussi a battu campagne sur fond de cette thématique qu'il faut changer la constitution. Et donc je ne vois pas comment toute l'opposition se liguerait contre un tel projet alors qu'une grande partie de l'opposition a réclamé le changement de la constitution avant même que nous le disions. Oui, mais les poids lourds de l'opposition, que sont Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Lesquels poids lourds de l'opposition? Moïse Katumbi était aux élections, aux dernières élections que vous avez couvertes. Et votre média était présent sur le terrain. Vous avez constaté que le fiasco était pour lui au rendez-vous. En quoi il est grand leader? Parce qu'il est commerçant, parce qu'il a l'argent. C'est ça, être grand leader, c'est pas ça. Et s'il y a changement de constitution, c'est dans quel délai? Ça, l'opportunité va être définie exactement par les institutions auxquelles le peuple a légué cette possibilité. C'est le président de la République, c'est le Parlement de la République. Et la réalité, le jour que ça sera une effectivité de la volonté de faire ou de procéder au changement de la Constitution, vous en aurez les modalités. Ce débat sur un éventuel 3e tour, il a déjà existé du temps de Joseph Kabila et finalement, après la mobilisation de l'opposition et de l'Église catholique, il y a renoncé. C'était en 2018. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait à nouveau un débat très vif dans votre pays et que vous n'arriviez peut-être pas à imposer votre réforme? Mais c'est pourquoi je vous dis que personne ne veut imposer cela au Congo. D'abord, je vous ai déjà dit que la modification de la Constitution, ça s'est fait partout, y compris ici en France. Maintenant, si c'est le débat vers le changement éventuel de la Constitution, j'ai dit que ce débat ne dépendrait que du peuple souverain. Donc, ce n'est pas un individu qui va s'élever et qui va changer la Constitution. Donc, si le peuple ne le voudra pas, il va s'exprimer, bien évidemment, librement, il va être écouté. Et si le peuple le voudra, il va le faire, c'est le souverain. Il faut aussi distinguer aussi l'évidence qu'en 2018, vous dites, lorsque les gens tentent ce débat, c'était dans un contexte où rien n'empêchait la tenue des élections en 2016. Ils ont décidé de se cramponner au pouvoir sans aucune justification et que cela a fait que les institutions se soient retrouvées dans un glissement infondé et injustifié et que les ténors du pouvoir de l'époque avaient cherché à couvrir l'imposture. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Donc, c'est des réalités assez différentes. Donc vous pensez que ce que Joseph Kabila n'a pas réussi en 2018, Félix Tshisekedi va le réussir d'ici 2028? Tout dépend aussi de la qualité de la légitimité, et vous l'avez constaté. Aujourd'hui, ce cri vient plus du peuple de la nation. Ce n'est pas du pouvoir qu'il vient. Vous avez sûrement suivi lorsque notre équipe nationale s'est qualifiée à la Coupe du Monde et que le président Tshisekedi réunissait les joueurs congolais pour les féliciter. Vous avez vous-même entendu combien dans les masses à Kinshasa, une ville connue pour son penchant opposition, scandait et réclamait auprès du président qu'il change la constitution. Et si changement de constitution il y a, est-ce qu'on va revenir à une élection présidentielle à 2 tours, comme avant 2011 ? Mon avis
personnel et que j'ai toujours pensé que les détours étaient beaucoup plus consensuels, les détours étaient beaucoup plus légitimants, que moi, c'est un avis personnel qu'on peut faire les détours. Pour la première fois, il y a une semaine, la RDC a accepté d'accueillir des migrants expulsés par les Américains, mais qui ne sont pas congolais. Il s'agit de 15 personnes de nationalité latino-américaine. Cet accord entre Kinshasa et Washington est critiqué par beaucoup de gens. Pourquoi avez-vous accepté ce transfert? Vous dites bien, c'est un accord qui a été négocié entre notre gouvernement et le gouvernement des États-Unis. C'est du pouvoir du gouvernement de la République de négocier les accords et de les signer. Il y a une petite catégorie d'accords qui sont obligatoirement soumis à l'approbation du Parlement. Et celui-là n'en fait pas partie. Et donc, je pense que bien évidemment, le gouvernement l'a fait dans l'intérêt de la nation. Quelle est, à votre connaissance, la contrepartie qu'a obtenue votre gouvernement? Non, c'est le gouvernement qui doit le savoir et que ce n'est pas vraiment au micro des RFI que nous viendrons donner la contrepartie que nous obtenons. Ce n'est pas un apostolat, nous l'avons fait moyennant des intérêts essentiels que nous attendons de cette collaboration. Oui, c'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, non? Donc il y a une contrepartie. Il y a une contrepartie, il y a des intérêts de la RDC qui seront protégés autour de cet accord. Contrepartie financière? Pas forcément, ça peut l'être aussi. Politique? Ça peut l'être, mais ce n'est pas de contrepartie que nous avons à déballer sur les ondes des RFI. Isaac Jean-Claude Chilumbagi Moussavou, je vous remercie. Merci.